On commence comme d'habitude par le prochain vote. Pour le prochain épisode, on se fait une spéciale Sir Wachowski. Je vous propose donc de voter entre Speed Racer ou Cloud Atlas, que le meilleur gagne. À la fin des années 80, en 1989 pour être précis, commence ce qu'on appellera le second âge d'or ou la renaissance de Disney. Le studio enchaîne classique sur classique, La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Aladdin et surtout Le Roi Lion. Tout semble lui réussir. Alors face à l'absolue domination de la firme aux grandes oreilles, des envies de concurrence naissent forcément chez d'autres gros studios. C'est notamment le cas de la Warner. Et justement, chez Warner, un des projets censés défier Disney dans le domaine de l'animation s'appelle Le Géant de Fer. À l'origine du projet, on trouve le roman The Iron Man, écrit par Ted Hughes en 1968, une œuvre culte de la littérature jeunesse en Angleterre, qui est en plus extrêmement importante dans la vie de son auteur. En effet, Hughes a dressé le roman à ses enfants, après le suicide de leur mère, la poétesse Sylvia Plath, en 1963. Son ambition était donc de créer une œuvre à la fois ludique et sensible, qui aiderait les enfants à faire l'apprentissage du deuil. En 1989, Pete Townshend, charismatique leader du groupe The Who, adapte le livre en musique sur un album intitulé The Iron Man, The Musical. Il y interprète Hogarth, le jeune héros, le légendaire John Lee Hooker donne sa voix au géant, et on retrouve également l'immense Nina Simone sur l'album. L'album est un vrai triomphe, et Townshend travaille avec Des McAnuff pour en faire une comédie musicale sur scène en 1993. McAnuff avait déjà collaboré avec les Who pour le musical Tommy. Et tout comme Tommy était passé par la case cinéma, l'idée vient de faire de cet Iron Man musical un film d'animation qui réutiliserait les partitions de l'album. Warner saute sur l'occasion et rachète les droits du projet. Petite parenthèse, déjà en 91, et donc avant l'idée d'en faire un film musical, Richard Basley, qui travaillera à l'animation sur le projet final, avait discuté d'une potentielle adaptation avec Don Bluth, le réalisateur du Secret de Nîmes, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, un autre film d'animation à enseigner le deuil aux enfants au passage, ou encore Anastasia. Basley avait même commencé à travailler sur le design des personnages, mais finalement Don Bluth préféra refuser le projet. Les années passent et rien ne se concrétise, et c'est finalement en 1996 que la Warner va faire appel à un certain Brad Bird. Essentiellement connu pour son travail à la télé, notamment en tant que réalisateur pour plusieurs épisodes des Simpsons, Bird travaille à ce moment-là sur un projet intitulé Ray Gun, un film d'animation décrit comme un polar cyberpunk dans la lignée de Blade Runner et du travail de Métal Hurlant qui ne parvient pas à se concrétiser. Mais même s'il n'a que peu d'expérience, Brad Bird c'est déjà une trajectoire à part. À seulement 14 ans, il était invité à un stage chez Disney après avoir envoyé un court-métrage amateur qu'il avait animé seul. Personne avant lui n'avait jamais eu de stage de ce genre. Il y rencontre ces légendes et apprend énormément sur le monde de l'animation. Après ses études, Brad Bird est engagé chez la firme aux grandes oreilles et on lui prédit un brillant avenir. Seulement voilà, à cette époque-là, toutes ces légendes ont pris leur retraite. Et très rapidement, Brad Bird sera mis à la porte pour avoir trop râlé sur le manque de créativité et de prise de risque du studio qui traversait une période de crise. I said, well, I don't think this is being very well run. And if you feel that I'm standing between you and doing your job, it is your job to fire me. Fait extrêmement rare pour un réalisateur débutant engagé par un gros studio, Brad Bird se voit offrir un contrôle quasi total du projet. Cette liberté lui permet de changer drastiquement le film et sa première grosse décision, c'est abandonner totalement l'idée d'un film musical. La musique de Pete Townshend ne correspond pas à sa vision de l'œuvre. Il veut quelque chose de plus sérieux, mais surtout de plus sobre. De son côté, Pete Townshend réagira plutôt bien en déclarant « De toute façon, j'ai déjà été payé, chacun ses priorités ». Brad Bird coécrit le scénario avec Tim McCanlies et va faire beaucoup de gros changements par rapport au roman de base. Déjà, il resitue le cadre. Son récit se passera en pleine guerre froide et il traitera de front la paranoïa ambiante de l'époque. Bird laisse de côté un aspect plus fantastique du roman, notamment la présence d'un dragon, et veut élargir les thématiques de son histoire. La réflexion autour du deuil sera évidemment présente. D'ailleurs, triste coïncidence, si Ted Hughes évoquait la mort de sa femme dans son roman, dans le film, Brad Bird exorcise celle de sa sœur, Susan Bird, victime d'un féminicide. Mais il y a une autre question que le jeune réalisateur veut traiter.
Ma version repose sur une question que j'ai posée aux exécutifs de chez Warner. Et si un pistolet avait une âme et décidé de ne pas être un pistolet ? Avec cette réflexion assez proche du cyberpunk, on peut penser que Brad Bird était encore influencé par son travail inachevé sur Ray Gun. Et au passage, l'utilisation du pistolet dans cette question n'est pas anodine dans le lien à sa sœur, puisque Susan Bird avait été tuée par balle. Retenons bien une chose, la Warner a validé le projet parce qu'il se différenciait de Disney et de l'animation familiale habituelle. Let Disney do the fairy princesses, you know, that's fine. But why can't we do something that's very different? At the end of it, they were like, yeah, damn, let's do this. You know? Retenez bien ça, on va y revenir. Au passage, les désaccords entre Brad Bird et son co-scénariste vont parfois totalement impacter le récit. Pour la toute fin, par exemple. Et attention, énorme spoiler, Brad Bird voulait achever son récit sur la mort du géant. Tim McCanlies, de son côté, lui a rétorqué « On ne tue pas E.T. s'il ne revient pas à la vie ». Après de longues réflexions et des débats enflammés, le film se finira donc sur les indices de la renaissance du géant de fer. Alors que la Warner avait donné un délai de 3 mois pour présenter un script, le premier jet sera achevé en 2 mois à peine. Brad Bird envoie rapidement la version finale du script à Ted Hughes. Si l'auteur ne vivra malheureusement pas assez longtemps pour voir le film fini, il lui répondra par une longue lettre élogieuse après avoir lu le script. Sous de si bons auspices, le travail sur l'animation démarre. Là encore, Brad Bird se voit confier une immense liberté, à ceci près. Il doit travailler vite, extrêmement vite. We had to make the film with a third of the budget and in half the time of a typical animated feature. Disney had 5 years, we had 2.5. Au moment de former son équipe, Brad Bird réalise que la grande majorité des talents confirmés dans le monde de l'animation sont déjà embauchés chez Disney ou même chez DreamWorks. Il va donc devoir se former une sorte de Suicide Squad, une équipe d'outsiders composée d'étudiants en animation, d'animateurs et animatrices mis à la porte des autres studios car réputés trop rebelles, ou encore d'anciennes gloires retraitées depuis pas mal d'années. Une belle équipe de bras cassés en laquelle personne ne croit vraiment. Et une des premières grosses complications va venir d'un autre film. La quête de l'épée magique, Excalibur. Le 15 mai 1998 sort en salle Excalibur l'épée magique, censé être le gros événement dans le monde de l'animation pour la Warner. Le studio mise très gros sur le projet et c'est un échec total. Les critiques oscillent entre négatifs et mitigés, le public n'est pas du tout au rendez-vous et la Warner décide subitement que l'animation n'est plus son objectif principal. Brad Bird et son équipe sont informés qu'ils auront finalement moins de temps pour finir le projet et surtout moins de budget. Indirectement, le message est clair, puisque la Warner n'y croit plus, elle veut limiter les pertes. Quand on voit le résultat final, on n'imagine même pas à quel point c'était une course constante dans laquelle aucune erreur, aucun retard n'était permis. Si on veut comparer, le travail sur l'animation de Tarzan a commencé 1 an plus tôt et s'est terminé quelques semaines après que le géant de fer ait été achevé. Au passage, on doit le design du géant à Joe Johnston, qui avait déjà réalisé The Rocketeer ou encore Jumanji à l'époque. Et puis, il était célèbre pour avoir travaillé sur les designs de la première trilogie Star Wars. Dans son perfectionnisme, Brad Bird lance une technique peu commune. Il critique le travail de chaque scène, de chaque animateur, devant toute l'équipe. Et là où la pratique passe mal, au début, jugée humiliante par les animateurs et animatrices, ça finit par créer une vraie cohérence au sein de l'équipe et à rendre la critique beaucoup plus facile. Au final, beaucoup des artistes ayant travaillé sur le film diront être ressortis grandis de cette expérience. Brad Bird animera seul la séquence lors de laquelle notre jeune héros parle à toute vitesse après avoir bu du café. D'après ses dires, ça a été un calvaire de dessiner en détail tous les mouvements du personnage. D'un point de vue technologique, on était à la pointe pour l'époque, avec ce mélange d'animation traditionnelle et l'utilisation d'effets spéciaux et de 3D. Le Géant de Fer a d'ailleurs été le tout premier film d'animation à utiliser Adobe After Effects, notamment pour prévisualiser le storyboard, alors que le logiciel était encore balbutiant à l'époque. Le géant étant entièrement en 3D, c'est même le premier film d'animation de l'histoire à avoir un personnage intégralement en 3D sur toute la durée du film, l'équipe va devoir travailler dur. So we created a program
that introduced imperfections in the line so that the giant would feel more like a hand-done drawing. Petit clin d'œil à ne pas manquer. Dans une scène, on voit la main du géant dans le salon qui regarde une pub pour les céréales Maipo. Dans la signature édition, sortie pour l'anniversaire du film, cette pub a été modifiée et elle concerne l'attraction Tomorrowland de Disneyland. À vrai dire, ça n'est pas une modification après coup. Dès le tournage, Brad Bird voulait que la pub concerne Tomorrowland et le voyait comme un hommage à ses mentors. Malheureusement, Disney n'a pas donné l'autorisation. On connaît tous le reste de l'histoire, 16 ans plus tard, Brad Bird sortait un film basé sur cette attraction, produit par Disney. Pour le doublage, c'est Vin Diesel qui prête sa voix au géant de fer. Relativement inconnu à l'époque, l'acteur ne prononce que 53 mots de tout le film. Brad Bird avait contacté plusieurs acteurs avant lui, notamment Sean Connery ou Peter Cullen. Et pour la petite anecdote, s'il a refusé d'interpréter ce géant-là, Peter Cullen finira par devenir la voix d'un autre célèbre robot, Optimus Prime, dans la franchise Transformers. La Warner rêvait de gros stars talents pour le doublage, mais Brad Bird les refusa presque tous. The studio wanted John Travolta as Dean and Arnold Schwarzenegger for Kent Mansley. And even though they're great actors and great stars, I had other ideas. Il ne gardera que Jennifer Aniston, qui surfait en pleine vague Friends et double la mère de notre héros. Les relations entre Brad Bird et la Warner vont progressivement se dégrader alors qu'il entre en phase de post-production. Déjà sur le tournage, le cinéaste a eu énormément de disputes avec sa productrice Alison Abbate, qui tentait de trouver un équilibre entre les exigences du studio et les ambitions artistiques du cinéaste. Les échanges entre eux viraient souvent aux cris et ils n'ont pas caché leur désamour l'un pour l'autre, même avant la sortie du film. Talk a little bit about your relationship with Alison Abbate. In our next convenient break, can I get a water just to have here? Talk a little bit about collaborating with Brad Bird. This is really hard to do. Okay, hang on a second. I have to think about this answer. All right. Making sure that it's Because I politically correct. hated working with Brad. Mais là, c'est encore différent. Les exécutifs du studio, qui avaient, rappelons-le, validé le film pour sa différence avec l'animation traditionnelle, insistent maintenant pour que des séquences plus légères soient ajoutées. Pour lisser le résultat, le rendre plus familial, plus Disney-friendly en quelque sorte, exactement l'inverse de ce que Brad Bird leur avait vendu dès le départ. Les exécutifs veulent notamment un chiot qui servirait de sidekick comique, incrusté à la dernière minute. Pour eux, il semble désormais évident qu'un film d'animation sans chanson, qui parle du deuil de guerre froide et sans sidekick ne pourra plaire à personne. Et puis, au-delà du ton, un sidekick de chien mignon, ça aiderait à vendre des jouets, des figurines, parce que oui, niveau produits dérivés, le géant de fer reste assez pauvrement exploitable pour le studio. Autre demande contre laquelle Brad Bird va se battre, la Warner exige une bande originale moderne avec des morceaux hip-hop qui parleraient à ce qu'ils imaginent être le goût du jeune public. Là encore, Brad Bird refuse catégoriquement l'anachronisme pour un film qui, rappelons-le, se déroule dans les années 50. Michael Kamen, qui se charge de la bande originale, avait déjà travaillé sur Brasil, de Terry Gilliam, Die Hard, de John McTiernan ou encore Les 101 Dalmatiens pour Disney. Il n'aura qu'une semaine pour enregistrer tout l'album avec l'Orchestre Philharmonique de Prague. Il ne pourra donc pas synchroniser progressivement les pistes et décrira son travail comme un récital classique, sans artifice. Brad Bird se bat aussi pour ne pas avoir à montrer, au début du film et avant les bandes annonces, le logo classique de Warner Bros. Animation. Selon lui, la présence du célèbre personnage envoie un message erroné au public, risque de décourager les adultes et les adolescents qui associent Bugs Bunny à un très jeune public. Tout juste un mois avant la sortie en salle, il remporte la bataille et devra créer à la dernière minute un nouveau logo pour le film. Au passage, Brad Bird avait toujours insisté sur l'importance de se démarquer de Disney, d'assumer que ce film-là était plus mature, toucherait également les adolescents. I wouldn't be afraid. I'd say, yeah, we're PG. That's what we are. We're Warner Brothers, you know. There's Disney, and we're Warner Brothers. You know what I mean? Enfin, le cinéaste se battra également très longtemps
pour conserver le format scope qu'il veut comme un hommage au cinéma des années 50, mais que beaucoup chez la Warner voient d'un mauvais œil pour un film d'animation. Entre la désillusion Excalibur l'épée magique et les nombreux combats internes, lorsqu'arrive le moment de lancer le marketing, la Warner a déjà abandonné Brad Bird. L'équipe du Géant de Fer ne sera mise au courant de la date de sortie qu'en avril 99, soit 4 mois à peine avant sa sortie en salle. Impossible de planifier un marketing intensif en si peu de temps. À vrai dire, la Warner n'avait préparé qu'un seul poster d'annonce pour toute la promo et l'a laissé tel quel puisqu'aucun poster définitif n'était prêt. Plusieurs grandes firmes réclamaient des partenariats pour des jouets, des produits dérivés, tout ce qui constitue la promo habituelle d'un film d'animation. Tout ça prend au moins 1 an de préparation. À la même période, les premiers retours de projection test arrivent enfin, alors que l'équipe du film en réclamait depuis des mois. À ce moment-là, le studio n'en revient pas. Les avis sont dithyrambiques. La moyenne des notes est la meilleure reçue par le studio en projection test depuis 15 ans. Malheureusement, il est déjà trop tard pour rattraper le sabordage. Et la Warner proposera bien de retarder subitement la sortie pour lui accorder une vraie promo, mais l'équipe du film refuse pour une raison toute simple. There was this real fear that it might never see the light of day. So we're gonna come out a month later. Got that, Warner Brothers? A month later. Une fois de plus, le flair légendaire du studio a parlé. La Warner a décidé d'investir un budget monstrueux dans la promotion de Wild Wild West et sortira même le film 1 semaine avant le Géant de Fer, avec le destin qu'on connaît aux 2 films. Lors de la sortie en salle, les critiques saluent unanimement une réussite totale. C'est un classique instantané, selon le Los Angeles Times, une réussite à la hauteur du travail de Miyazaki pour Roger Ebert. Bruce Fretz de chez Entertainment Weekly ira jusqu'à écrire « J'ai toujours pensé être né sans les gènes, me permettant d'être émotionnellement réactif face à des dessins, jusqu'au jour où j'ai vu le Géant de Fer. » Malheureusement, le bouche à oreille n'aura pas le temps de fonctionner en salle. Le Géant de Fer est tout simplement noyé dans le flot de sorties et de blockbusters de l'été. Wild Wild West sort 1 semaine avant, Le 6e Sens et l'affaire Thomas Crown sortent le même jour, la comédie Bowfinger, Roi d'Hollywood sort 1 semaine après, et le 13e Guerrier ferme le mois d'août. Le Géant de Fer termine loin, très loin, derrière tous ces films. En fait, dès son premier week-end, il était condamné à l'échec. Avec un total de 23 millions de dollars aux États-Unis pour un budget de 50 millions, c'est un désastre total. Et l'international n'aidera clairement pas, avec à peine 8 millions de dollars en plus. Même en France, la performance est pauvre. Le film passe à peine les 215 000 entrées. Refusant d'assumer l'échec, Lorenzo Di Bonaventura, le président de la Warner à l'époque, jouera la carte du méchant public en déclarant peu après la sortie « Les gens me demandent toujours pourquoi vous ne faites pas des films familiaux plus intelligents. La leçon, c'est qu'à chaque fois qu'on le fait, on se fait massacrer. » Après l'acharnement de son studio pour couler le marketing du film, mais aussi pour le transformer justement en film familial moins intelligent, la déclaration a dû sacrément faire grincer des dents chez Brad Bird et toute l'équipe du film. Cet échec repoussera encore un peu plus le projet Reagan avec le départ de Brad Bird pour Pixar. Un projet qu'il retentera chez Pixar, qui sera reporté et qui n'a toujours pas pu prendre forme 23 ans plus tard. Contrairement à la plupart des flopbusters précédents, il est difficile de parler de réhabilitation avec le Géant de Fer. Les critiques ont immédiatement salué un des meilleurs films d'animation américains de son époque. Ça n'était qu'une question de temps avant que le public ne s'en rende compte à son tour et fasse du film un succès culte à retardement. On sentira l'empreinte durable du film dans la pop culture. Citons par exemple Les Nouveaux Héros, chez Disney, qui oscille entre hommages et citations, tant dans ses thématiques que dans sa structure narrative. Et si des journalistes avaient fait un lien entre E.T. et le Géant de Fer à sa sortie, l'hommage est venu faire une boucle complète, puisque c'est Spielberg à son tour qui citera la créature de Brad Bird dans Ready Player One. Et on préférera probablement oublier la référence de Space Jam Nouvelle Ère, déjà parce que le film est immonde, mais aussi parce que le foutre au milieu des Looney Tunes quand Brad Bird s'est battu pour virer le logo des Toons de son film, c'est d'un cynisme crasse qui correspond plutôt bien à l'image de cette suite. Alors pour terminer les inspirations avec une source un peu plus glorieuse, Guillermo del Toro a lui-même avoué son amour du film plus d'une fois. En fait, il a même appelé Brad Bird dès l'échec du film. What I said to him is, look,
See you later. You have made a classic. It will stay in the hearts and minds of anyone that sees it. It would honestly live forever. Et sur ce plan, j'extrapole peut-être un peu, mais la séquence du bateau dans Pacific Rim ressemble quand même sacrément à la première apparition du géant de fer. Pour ma part, j'ai grandi avec ce film d'animation. C'est probablement un des films que j'ai le plus regardé de toute mon enfance. Je suis donc difficilement critique sur cette œuvre, mais vous l'aurez compris, j'aime profondément le géant de fer. Pour sa noirceur autant que sa douceur, pour sa beauté formelle et émotionnelle, pour le pari fou de faire une œuvre à la fois traumatisante pour un enfant et qu'il va pourtant chérir précieusement. On dit souvent qu'il faut découvrir les films un peu trop tôt. Par exemple, voir les Gremlins ou SOS Fantôme assez tôt pour en ressentir la peur, tout en profitant d'un amusement ludique. Dans un autre registre, le géant de fer, c'est exactement ça. Brad Bird voulait adresser son film autant aux parents et aux adolescents, et attention, le pari est parfaitement tenu, parce que la profondeur de l'histoire marque tout autant un public plus âgé, mais je pense qu'il a créé l'œuvre parfaite pour un jeune public. Une œuvre qui ose en dire plus que ce qu'on a l'habitude de voir à cet âge-là, qui parle de guerre, de paranoïa, de la haine, la bêtise humaine, de la mort. Un film qui t'apprend, enfant, que la fin heureuse n'est pas toujours si évidente. Qu'il peut nous arriver de perdre ceux qu'on aime, d'être incompris, mal jugé, et que le rejet de l'autre peut mener extrêmement loin. Et puis on a beaucoup parlé de technique d'animation. Et oui, le film est une merveille technique, mais n'oublions pas la finesse incroyable de l'écriture. Et puis les dialogues. It's bad to kill, but it's not bad to die. Well, yes, someday. Sérieusement, qui peut regarder la scène lors de laquelle le géant apprend ce qu'est une âme sans avoir des frissons ou même des larmes aux yeux ? Le géant de fer, c'est un film qu'on chérit, qu'on partage avec passion et qu'on veut transmettre comme un héritage culturel aux générations futures. C'était le 9e épisode de Flopbuster. Je vous remercie pour votre soutien, merci pour l'accueil réservé au dernier numéro, c'était incroyable. N'oubliez pas de voter en commentaire, de vous abonner, liker, activer la cloche. Comme d'habitude, vous pouvez me soutenir sur Tipeee, sur Utip, me suivre sur tous les réseaux habituels. Je vous encourage également à cliquer sur mon lien Linktree pour découvrir tous mes articles récemment publiés chez Écran Large. Voilà, je vous remercie à nouveau et on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos.